Ça, c'est vraiment difficile. Et j'ai vu que vous aviez racheté Radio Classique aussi, oui. En tant qu'amateur de oui, musique oui. classique. C'est pas du tout les mêmes choses que vos autres sociétés. Vous l'avez acheté pour le plaisir. Pourquoi vous avez acheté Radio Classique ? J'ai acheté parce que on me l'a proposé. C'est Pierre Faure, à l'époque, la Sagem, qui en était propriétaire. Il voulait le vendre. Il avait appris que j'étais musicien, que ça m'intéressait, que j'écoutais Radio Classique. Et donc, ça s'est fait comme ça. Il était aussi polytechnicien, d'ailleurs. Alors, vous parliez de la Fondation Louis Vuitton. En 2014, vous allez l'inaugurer, la Fondation Louis Vuitton. C'est un musée d'art contemporain qui est au cœur du Bois de Boulogne, à côté de Paris. Elle a accueilli aujourd'hui plus d'1 500 000 visiteurs en 2025. C'est énorme, c'est plus que le Mont-Saint-Michel, qu'on puisse imaginer. Quatrième, en 10 ans, c'est devenu le 4e musée de Paris, derrière le Louvre, Orsay et Pompidou, en termes de visiteurs et de renommée. Pourquoi vous avez fait cette fondation ? Ça vient d'où ? C'est vous qui avez eu l'idée ? Comment est-ce que c'est arrivé ? J'ai eu cette idée depuis longtemps. J'ai eu cette idée depuis le début des années 90. J'ai eu cette idée parce que je me suis dit, avec un collaborateur qui est toujours avec moi, qui dirige d'ailleurs très bien cette fondation maintenant, qui s'appelle Jean-Paul Claverie, je me suis dit que le groupe tire son succès des créateurs, qui sont pas vraiment des artistes, c'est la création de mode, c'est plutôt de l'art appliqué, mais enfin, c'est un monde de création, et qu'il serait bien qu'on trouve un moyen de rendre un peu à ce monde de la création ce que l'on en tire pour la marche de nos affaires. Et au départ, on avait envisagé, déjà en 92 ou 93, je ne sais plus, de créer une fondation au Bois de Boulogne, dans un autre endroit. Et la mairie, à l'époque, dirigée par Jacques Chirac, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'avait pas marché. On n'avait pas obtenu autorisation. Bon. Donc, on avait toujours cette idée. On avait examiné beaucoup d'autres sites. Et finalement, quand on a vu sur le Bois de Boulogne, à l'époque, c'était un bowling. C'était un bowling. Il y avait un bowling là-bas ? À l'endroit de la fondation. Oui, oui. Qui était très laid. Et donc on s'est dit, on va essayer peut-être de leur proposer quelque chose de formidable. J'en ai parlé à Franck Guéry, que j'avais vu... L'architecte exceptionnel, que j'avais vu à Bilbao, quand on est allé visiter son musée à Bilbao. Et à ce moment-là, il a trouvé l'endroit extraordinaire. Il a même pleuré en visitant le site. Hein, et ça lui a fait penser à son séjour à Paris, il pensait à Proust, etc. Et donc on s'est dit, là, il ne faut pas rater. Et j'ai convaincu le maire de Paris, M. Delanoë, d'accepter le projet. Et on a lancé le projet, qui a mis d'ailleurs beaucoup de temps, parce qu'il y a eu, comme toujours en France, beaucoup d'opposition. Hein, beaucoup d'opposition, mais comment ? Un musée au Bois de Boulogne, c'est pas possible, voilà. Et finalement, ça fonctionne très bien. Au bout d'une dizaine d'années, hein, on a ouvert cette fondation en 2014. C'est collé au jardin d'acclimatation, pour ceux qui connaissent, vers Neuilly. C'est un parc d'attractions pour enfants que l'on gère avec le groupe. C'est à vous aussi, c'est une concession qui appartenait au groupe Boussac. Hein, voilà. Et pourquoi ça appartenait au groupe Boussac ? Je peux vous raconter ça, parce que c'est assez amusant. Monsieur Boussac, Marcel Boussac, avait son appartement sur la rue qui est juste en face à Neuilly. Oui, il y a des grands immeubles. Du jardin d'acclimatation. Bon. Et il était réveillé la nuit par des lions. Parce qu'à l'époque, il y avait des lions. Il dit, ça, c'est pas possible, moi je veux dormir, ces lions. Bon. Je rachète le jardin d'acclimatation et j'enlève les lions. Et donc, il a racheté pour enlever les lions. Absolument. Et à ce moment-là, donc quand on a repris Boussac, qui est à l'origine de LVMH, on avait le jardin d'acclimatation à gérer et on le gère toujours. À la satisfaction générale, je crois, parce que ça marche très bien. Vous y avez emmené vos enfants quand ils étaient petits ? Bien sûr, oui. Et on a refait les manèges, le Grand 8, etc. Il est génial, hein. C'est super pour les familles. C'est très bien, oui. Alors, j'ai entendu dire que vous investissiez dans d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quoi vous investissez, vous, à titre perso aussi ? Oui. À titre personnel, j'investis depuis un certain temps dans la technologie.
Et notamment, j'ai commencé à l'époque du lancement d'Internet à la fin des années 90. Et j'ai fait un certain nombre d'investissements. Et vous vous rappelez de cette période où les actions d'Internet étaient montées dans une forme de bulle, et certaines affaires avaient explosé et d'autres sont restées. Voilà. Et un investissement que je n'avais pas prévu, j'étais dans un fonds américain. J'avais investi dans un fonds américain de la côte ouest. Et mon partenaire qui gère tout ça pour moi me dit, bon, on va passer ça en parts et profits, parce que dans ce fonds, comme les autres fonds américains en ce moment, ils doivent avoir tout perdu. Et un jour, on reçoit un message, et ils nous disent, on vous envoie les actions qu'on a, mais on n'a plus d'argent, donc on vous les renvoie, le fonds est dissous. Et on reçoit un bon paquet d'actions Google, qui était, je crois, à l'époque, valorisé 2 ou 3 euros. Voilà. L'action. Ah oui, l'action, oui. Oui. Et quelque chose comme ça. Et à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Google, ouais, on ne connaissait pas au début. Non. Donc après, ça a pas mal monté. C'est monté à combien, d'ailleurs, les actions Google ? Je ne sais plus, ça je ne sais pas. Dans l'intervalle, on les a vendues, je ne sais pas combien elles sont aujourd'hui, mais enfin, on a fait un bon profit. Là. Il y a une part de chance, parfois, dans le business, même si... Là, c'est vraiment de la chance, parce qu'on a investi avec des gens très réputés. Ils en ont fait trop, probablement, et leur fonds global a dû être liquidé. Donc, on a reçu notre quote-part de ce qui est resté après liquidation. Et ça s'est terminé comme ça. C'était une bonne affaire. C'était une bonne affaire, dans laquelle on n'est absolument pour rien. Il y en a une autre dans laquelle, là, on est pour quelque chose. Et on avait pris un pourcentage, toujours avec la même équipe, là, qui est toujours avec moi, on avait pris un pourcentage au moment de la création de Netflix. Et on avait presque 20%. De Netflix ? Oui, absolument. Ça, c'est une très grande réussite. Alors là, vous m'avez peut-être demandé, peut-être vous pourriez me demander s'il y a des choses qui n'ont pas marché, ou des choses que vous regrettez. Oui, j'ai vendu trop tôt. On a fait un très bon investissement. Mais depuis, je crois que ça a été multiplié par 10. Encore par 10, quoi. En plus, voilà. Vous voyez, donc, quelquefois... Il ne faut pas vendre trop tôt et pas trop tard. Il ne faut pas vendre trop tôt, non. Non, je ne sais plus qui disait quel est le secret de votre fortune. Il disait, j'ai toujours vendu trop tôt. Il y a une histoire avec Steve Jobs, si vous voulez bien. Oui. Pour terminer l'émission, j'ai 2-3 questions. Oui. Steve Jobs, je crois que vous le connaissiez. Oui. Vous lui avez donné un conseil qui inspire aujourd'hui encore, qui a inspiré les boutiques. Oui, il nous avait demandé si on pouvait lui donner quelques conseils au moment où il a lancé ses ventes en boutique. Et à l'époque, personne dans le métier de la technologie ne vendait ses produits, et il n'y avait pas encore le téléphone à l'époque, ne vendait ses produits dans des boutiques. Et on lui avait dit, si vous voulez faire des belles boutiques, venez voir un peu ce que fait Vuitton. Il avait envoyé quelqu'un pour voir ça. Il m'en avait parlé, et on lui a conseillé de se mettre plutôt dans les endroits où il y a Vuitton, notamment une très belle boutique que j'ai encore vue la semaine dernière à Tokyo, sur Ginza, magnifique, où il y a toujours une foule formidable chez Apple. Et donc il était évidemment très intelligent et très sympathique. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bruxelles. On a parlé, et il m'a dit mon iPod... Et là, je pense qu'il venait de lancer le téléphone. C'était le tout début. Tu sais, mon téléphone, là, c'est très très bien, mais toi, c'est encore mieux, parce que moi, je suis sûr que ton Pérignon, dans un siècle, il sera encore là, mais mon téléphone, il sera complètement dépassé. Il était drôle. Vous avez rencontré plein de gens dans votre carrière. Qui vous a le plus impressionné ? Parce que vous parlez tout à l'heure de Donald Trump, de présidents, de grands... des entrepreneurs, vous les connaissez quasiment tous. Qui vous a le plus impressionné dans votre vie ? Alors, ça, c'est une question difficile. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a plusieurs, mais peut-être celui qui m'a le plus impressionné sur le plan intellectuel, personnalité et connaissance du monde, avec qui j'étais devenu ami, et qui, chaque fois qu'il venait à Paris, il venait dîner à la maison, c'est Henry Kissinger, qui était quelqu'un d'une
extraordinaire. Quand il vous parlait de la situation géopolitique, c'était passionnant. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, il n'était pas toujours écouté. Une fois où j'avais dîné avec lui, il m'a dit quand même, c'est très énervant, je fais des mémos, quand même un mémo d'Henry Kissinger sur la géopolitique, quand on le reçoit, on le lit. Il avait fait un mémo à Obama. Il m'a dit, j'envoie régulièrement des mémos, il ne les lit même pas. Bon, voilà. C'est une vraie passion pour vous, le tennis? Bah, c'est un sport que j'adore. Vous jouez toujours aujourd'hui, oui? Ah oui, je joue 4 heures par semaine. Et alors, il paraît que vous jouez parfois avec M. Federer, Roger Federer. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ben, je suis ami avec lui. Je trouve que c'est un homme sensationnel qui, en dehors de son talent, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, est extraordinairement sympathique, cultivé, amical. Et de temps en temps, on part en vacances ensemble et il me fait l'amitié de vous laisser gagner, de taper quelques balles avec moi. Et quand on fait des matchs, en général, c'est en double. Donc effectivement, vous mettez avec lui? Quand j'ai la chance de jouer avec lui, on perd très rarement, parce qu'on est tous les deux. Voilà. Et vous avez un bon niveau? Vous jouez, enfin, c'est vraiment quelque chose... On ne peut pas comparer mon niveau à celui de Federer, ça c'est pas possible. C'est comme si vous comparez mon niveau au piano avec celui d'Horowitz. C'est pas possible. Oui, c'est impossible. Vous êtes un grand amateur et collectionneur d'art aussi. Oui. Vous avez une très belle collection d'art. Vous avez commencé il y a très longtemps, je crois. Je ne sais plus à qui j'ai dit, tiens, mais on m'a dit que vous aviez une très belle collection, mais pas parce que vous avez les moyens, parce que vous avez du goût. Vous aviez su, avant les autres, savoir quel artiste allait... Oui. En tout cas, j'ai commencé à m'intéresser au tableau en allant avec mes parents visiter les musées. Oui. Il y a un très beau musée à Lille, de très beaux Bruegel. Il y a un très beau musée à Bruxelles, c'est tout près aussi. Il y a également de très beaux tableaux flamands. Donc j'ai commencé à visiter les musées, à visiter les expositions avec mes parents, et j'ai tout de suite été intéressé par ça. Et ensuite, progressivement, avec la Fondation, j'ai été amené à acheter un certain nombre de tableaux pour la Fondation. J'en achète un peu aussi pour moi. Voilà. Mais c'est un domaine très, très passionnant et dans lequel on rencontre des artistes. Par exemple, quand j'habitais New York, où j'avais à l'époque, c'était en 80, dans les débuts des années 80, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc j'allais voir les galeries et on voyait des grands artistes, Warhol, etc. Bon, évidemment, je ne pouvais pas acheter. Et il y en a un que j'avais repéré dans les galeries, qui s'appelait Basquiat, et qui, à l'époque, incroyable, n'était pas vraiment un artiste dont la cote était fortement montée. Et donc là, j'en ai acheté quelques-uns. Voilà, c'était une bonne affaire, là. Que j'ai toujours. Mais vous n'avez jamais revendu de tableau? Non. Non, mais j'achète pas les tableaux pour faire un placement, même si ça arrive, mais parce que la valeur augmente. La force des choses. La valeur augmente. Mais quand vous aimez un tableau, voilà, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Sauf si vous en avez besoin, mais ce qui n'est pas mon cas. Est-ce qu'il y a une pièce que vous rêviez d'avoir, que vous n'avez pas réussi à acheter? Alors, pour la Fondation, j'ai, à plusieurs reprises, essayé d'avoir certaines pièces que je n'ai pas réussi à avoir. Par exemple, j'avais essayé, mais ça, c'est pas possible, de faire venir à Paris Guernica. Bon, ça n'a pas marché. En revanche, j'ai réussi, pour la première exposition de la Fondation, donc en 2014, de faire venir le Cri de Munch, qui est un tableau aussi historique. C'est un tableau formidable. Oui, je vous le mets à l'image, comme ça vous le voyez. Oui, voilà, vous pouvez mettre l'image. Il est historique. Et ensuite, on a réussi, je crois, quelque chose avec Suzanne Paget et Jean-Paul Clavry, qui travaillent avec moi à la Fondation. Suzanne est la responsable de toute la partie artistique et Jean-Paul dirige la Fondation. On a réussi à faire venir à 2 reprises, et c'était jamais arrivé, des collections extraordinaires depuis la Russie. La collection Shtukin et la collection Morozov, avec des œuvres, je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas visité à l'époque, mais des œuvres extraordinaires des plus grands peintres français du début, de la fin du 19e et du début du 20e, qui avaient été vendus à 2 collectionneurs, donc Shtukin et Morozov,
russes et que les Français n'avaient pas acheté. Hein, il y avait des Gauguin, énormément de Gauguin, Van Gogh, Bonnard, enfin, je ne vais pas tout citer, mais vous voyez, c'était, voilà, c'est ça, c'est... Voilà. Et là, pour la prochaine collection qui va succéder à Calder, qui est actuellement... Qui est en ce moment à la Fondation Louis Vuitton. En ce moment, on a réussi à faire venir un tableau qui, pour moi, est un tableau mythique de Van Gogh, qui est son autoportrait à l'oreille cassée, et avec le bandage, là. Oui, bien sûr. C'est équivalent, pour moi, à la Joconde. Hein. C'est quelque chose... C'est un des tableaux les plus sensationnels. Et ça fait près d'un siècle qu'il n'est pas venu en France. Voilà. Et on va l'avoir à la Fondation Louis Vuitton, donc vous pouvez vous dire ça à vos téléspectateurs à partir du mois d'octobre. Ça, c'est vous qui êtes derrière, qui passez des coups de fil, qui demandez. C'est vraiment quelque chose que vous gérez aussi? Bon, il se trouve que ce tableau-là appartient à un ami, donc voilà. Vous êtes impliqué dans les choix avec ça? C'est quelque chose qui vous plaît? Je participe, oui, au choix des expos. Des expositions, oui, bien sûr. Celle-là va être assez extraordinaire. Vous soutenez les sports, je voulais qu'on parle rapidement. La Formule 1, vous êtes un des plus gros partenaires. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller... Le premier partenaire. Le premier partenaire. Oui, parce que la Formule 1, c'est un sport qui, aujourd'hui, évoque vraiment la performance, qui évoque la performance dans le monde entier, hein, avec un très grand nombre de Grands Prix de chaque année, et qui est au niveau des spectateurs, des jeunes en particulier, très proche, l'univers des spectateurs est très proche des univers qui s'intéressent aux produits de grande qualité. Parce que j'ai assisté par exemple au Grand Prix de Monaco il y a quelques semaines, et quand on voit la façon dont ces bolides sont préparés, hein, j'étais allé dans la préparation des voitures Red Bull, hein, avec Verstappen, l'ex-champion du monde, qui m'avait fait faire un tour. Hein, avant. Vous avez fait un tour? Oui, avant le circuit, la veille du circuit, hein, à 250 km/h dans les rues de Monaco, en passant à ça des murs, je peux vous dire qu'on s'en rappelle. Hein. Enfin, c'était Verstappen au volant, donc je me suis dit, le risque est limité. Est-ce que vous avez déjà pu piloter une Formule 1? Est-ce qu'ils vous ont fait essayer, ne serait-ce que sur 100 mètres? Non. C'est trop dangereux? Je ne vais pas demander. Hein. Ah, c'est vrai? Non. Je voulais terminer avec le Paris. Je vais vous parler de foot, si vous voulez bien, rapidement. Oui. D'abord, est-ce que le foot, c'est une passion ou vous voyez où je vais en venir? Oui, vous voyez, parce qu'on a racheté le Paris Football Club. Bon, alors là, je dois dire, j'ai été poussé par mes enfants, qui sont tous passionnés de foot, hein, et qui m'ont dit, bon, c'est un investissement pas très élevé, mais qui a beaucoup de potentiel, parce que c'est le deuxième club de Paris, et moi, je leur ai dit, d'accord, mais bon, si vous faites ça, moi je le soutiens, mais d'abord, il faut passer en première division. En Ligue 1. Ce qui était en Ligue 2 quand vous l'avez racheté. La première année, ils étaient en Ligue 2. Et là, ils sont passés en Ligue 1. Alors, je dis maintenant, il faut arriver à être sélectionné pour les matchs européens. Alors, j'attends de voir s'ils vont y arriver. Sans que ça coûte trop d'argent. Hein, parce que, voilà, il faut trouver les bons joueurs. Mais on a là aussi, on a Red Bull comme associé. Qui ont plusieurs équipes de foot et qui sont particulièrement bons. Est-ce que vous allez pouvoir battre un jour le PSG, être au-dessus dans le classement, je parle? Parce que battre sur des matchs, c'est arrivé. Oui, mes fils me disent on est le seul club cette année à avoir battu 2 fois le PSG. Bon, mais malheureusement, c'était pas dans la finale de la Coupe d'Europe. Je sais pas, ça, voilà. Je leur laisse faire ça, moi je m'occupe du reste. Pour terminer, vous avez eu plein de succès dans votre grande carrière. Quel est le plus beau cadeau que vous avez pu faire à vos enfants? Je pense que, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, c'est quelque chose que je leur ai donné et que je leur ai permis de cultiver, c'est le goût du travail. Parce que ils ont tous, quand même, le goût du travail. Je le vois. Hein. Et vous savez, LVMH, je dis souvent ça aux nouveaux candidats ou aux nouveaux recrutés. LVMH, c'est pas une entreprise normale. C'est pas
Une entreprise anonyme, avec un conseil d'administration anonyme, où vous changez les gens comme ça, et vous connaissez à peine les gens qui sont au conseil d'administration. LVMH, c'est une famille, c'est une entreprise familiale, et à l'intérieur de LVMH, c'est une famille. Et donc, je demande que tous chez LVMH se considèrent comme membres de la famille. Et c'est pour ça que les enfants, ils sont très bien là-dedans. On verra comment ils évoluent, on verra en fonction de leur qualité, de leurs résultats, comment ils peuvent progresser. Ils sont tous encore jeunes, donc tout va bien. Et l'ensemble des membres du groupe sont dans une famille. Vous avez Delphine, qui est PDG de Christian Dior Couture aujourd'hui, oui. Antoine, qui est donc PDG de Christian Dior SE, c'est la holding familiale, et qui s'occupe de la communication aussi, de tout le groupe de l'image, LVMH. Alexandre, qui est DG, donc délégué de Moët Hennessy. Frédéric, qui est PDG de l'Europiana, magnifique marque. Très bien affaire, oui. Et Jean, on en parlait tout à l'heure. Qui s'occupe des montres Vuitton, qui dirige les montres Vuitton. Vous êtes fier de... Oui, je suis très content en tout cas de voir qu'ils progressent et qu'ils se donnent vraiment à ce qu'ils font. Alors après, on progresse chez LVMH par un système de méritocratie. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien. Et encore une fois, l'ambiance, c'est un peu comme à l'époque de mon grand-père, on est dans une entreprise familiale. Et je leur dis aussi toujours, LVMH, il faut considérer que c'est une start-up. Vous voyez ? Toujours ? Aujourd'hui. Toujours aujourd'hui ? Oui, et il faut la gérer comme telle. Il faut fuir la bureaucratie. Parce que la tendance dans les gouvernements à Bruxelles, ou beaucoup d'organisations, c'est d'augmenter la bureaucratie sans arrêt. Et de faire de la bureaucratie des papiers, des rapports, des réglementations, des choses qui freinent. Nous, on doit accélérer. Et pour accélérer, on ne peut pas accélérer si on est couvert de papiers qui servent en général à rien. Alors, vous fonctionnez comme une start-up encore aujourd'hui, c'est intéressant. On essaie de fonctionner comme ça, oui. Et d'aller très vite. Tout en essayant de cultiver la qualité, l'histoire, le savoir-faire, tout ce qui explique le succès extraordinaire de ces marques dans le monde entier, et qui font que LVMH est l'ambassadeur de la France worldwide. Une petite question personnelle pour terminer, il m'en reste 2. Vous êtes grand-père aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous arrivez à profiter de vos petits-enfants, malgré qu'on est à la tête du groupe LVMH? Est-ce que vous avez du temps? Oui, régulièrement. Oui, absolument. Ils viennent à la maison régulièrement. Et je les vois, tout à fait régulièrement. C'est très agréable. Et ils aiment bien voir leur daddy. Ils m'appellent daddy. Est-ce que c'est plus facile d'être papa ou grand-père dans l'éducation? Je dirais que quand on a des enfants, il faut s'en occuper de près. Les petits-enfants, on les voit pour le plaisir. Est-ce que c'est les seuls qui arrivent à vous manipuler, vos petits-enfants, en vous faisant un sourire? Oui. Ils aiment le Coca-Cola et les glaces. Une dernière question sur votre parcours. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Bon, évidemment, d'avoir créé, je crois que c'est une des premières fois, un leader mondial français, qui est en outre la première capitalisation française et qui a encore beaucoup de potentiel et qui n'en est qu'au début. Et donc, j'ai encore beaucoup d'années pour m'amuser à gérer LVMH et à faire progresser tous les collaborateurs et membres de ce groupe dans le futur. Voilà. C'était quoi la meilleure décision de votre vie, pour terminer? C'était sans doute de démarrer depuis l'entreprise roubaisienne, l'aventure Boutsac et Dior. Et de déboucher sur qui aurait pu prédire qu'à partir d'une entreprise en difficulté, qu'on a redressée, on allait monter en France un leader mondial. Mais bon, il faut toujours gérer les entreprises de près. Je vais vous poser 2-3 questions sur l'entrepreneuriat, si vous voulez bien. Okay. Quelle est l'erreur que font 90% des jeunes entrepreneurs? Certains d'entre vous, qui avaient envie d'être entrepreneurs, quels conseils on pourrait donner pour éviter certaines erreurs qu'on peut faire souvent? Bon, quand on démarre une entreprise, d'abord, il faut être passionné. Et il faut avoir envie de
travailler dans le domaine que vous voulez lancer. C'est la première des choses, il faut être vraiment passionné. Ensuite, il faut, je crois, être patient. Il ne faut pas croire que ça va marcher immédiatement. Comme je le disais cette semaine, où je suis allé à Vivatech pour... vous savez qu'on est cofondateur de Vivatech. Et on posait aussi des questions sur les startups. Ce qui compte le plus, au-delà de l'idée qu'il faut avoir au début, bien entendu, il faut vraiment avoir une bonne idée, mais c'est l'exécution. Et donc, quand on lance une start-up, ou quand on veut démarrer une entreprise, même si c'est dans un domaine qui n'est pas dans la technologie, il faut avoir le sens de l'exécution. Et puis, il faut aussi être prêt, je crois, à rencontrer des difficultés. Il ne faut pas avoir peur des difficultés, voire des crises, parce que c'est très fréquent. Il ne faut pas se décourager. La première difficulté, la première fois où le banquier vous appelle en vous disant « Oh là là, attention, le crédit est trop important, il faut résister. » Il ne faut jamais baisser les bras. Non, non, si l'idée est bonne. Si vous prenez par exemple le domaine de l'Internet, je crois qu'au départ, Facebook, il y en avait plusieurs dizaines qui faisaient la même chose, à peu près la même chose, avec des listings d'étudiants dans telle ou telle université. Mais il n'y en a qu'un qui a marché. Et c'est l'idée était là. Mais l'exécution était meilleure. Mais il n'y en a meilleure. qu'un qui a réussi à le faire marcher, c'est Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il faut suivre sa passion ou saisir des opportunités qu'on peut avoir en business ? L'idée, c'est que les opportunités soient liées à la passion. Que vous, voilà. Ça, c'est le top. C'est le mieux. Oui. Et un de mes principaux amis et conseillers au début, c'était Antoine Bernheim. Il me disait toujours, le secret, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et ça. Donc, un peu de chance quand même. Et ça joue. Ça joue. La chance dans l'entrepreneuriat, oui. Quand on veut, investir, il faut avoir un peu de chance, oui. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas dans le business ? Ce que je ne pardonne pas dans le business, c'est le mensonge, quoi. Le mensonge. Parce que ça arrive, ça m'est arrivé, de me faire mentir, oui. Pas rentrer dans les détails. C'est pas le sujet. Voilà. Est-ce que votre père vous a donné un conseil aussi dans le business que vous gardez précieusement ? Mon père, oui, il me donnait des conseils quand je suis arrivé. Parce que d'un côté, il était très fier que j'arrive. Un polytechnicien qui arrive à Roubaix, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Bon, d'accord, lui était centralien. C'était bien, même vis-à-vis des employés. Je lui dis, bon, voilà. Mais il m'a dit, d'abord, quand tu arrives, il faut que tu essaies de comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, ne change pas les choses trop vite. Fais confiance aux gens qui sont là et essaye de leur apporter une aide effective. Et il me disait, maintenant entre nous, il va y avoir deux types de relations. La relation dans laquelle je suis ton père et la relation dans laquelle je suis ton patron. Voilà. Et vous arriviez à faire ça ? Oui. À séparer les deux ? Oui. Mais mon père, on s'est toujours très très bien entendu et il m'a lâché les rênes de l'entreprise assez vite. Très rapidement. Parce qu'il s'est dit, peut-être, il peut faire ça sans moi, donc voilà. Mais il suivait quand même beaucoup, et il a toujours été moteur. Quand j'ai repris d'abord Boussac et ensuite Dior, LVMH et tout ça, il était... Je lui demandais son accord, bien entendu, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, et il était toujours d'accord. Donc c'était un vrai entrepreneur. Vous lui avez demandé son avis sur vos choix futurs après oui. Je lui ai demandé, en tout cas, quand on a repris Boussac, c'était quand même un risque énorme pour une petite entreprise de Roubaix. Je crois que vous connaissez les détails, mais je lui ai demandé son accord. Et après avoir bien réfléchi, il a donné. Oui.
Et il vous a dit, Mais il vas-y, a on y beaucoup va. de pères qui ne l'auraient pas donné, hein, parce qu'il y avait un très gros risque. Est-ce que parfois, quand on est un grand patron tout en haut de la pyramide, est-ce qu'on se sent seul? Parfois, on parle de la solitude du patron. Oui, Est-ce que ça vous arrive? On est seul, c'est-à-dire qu'en dernier ressort, c'est vous qui décidez. Donc, Surtout sur les problèmes et voilà, tout, oui. voilà. Et donc, il faut éviter de croire qu'on a raison sur tout, hein. Et moi, je pense qu'il faut être capable, ça je leur dis, et je dis à tous mes collaborateurs, il faut se remettre en question en permanence. Et il faut avoir une attitude que j'ai assez volontiers, c'est d'être en permanence insatisfait. Et de se dire, bon, tout ça c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Vous voyez ? Et c'est un état d'esprit. Et il faut écouter la contradiction. Parce que vous avez des dirigeants, même dans les entreprises, qui pensent qu'ils ont raison, que de toute façon, oui, on nous dit de faire ça, mais si on ne comprend pas, il faut écouter la contradiction. Ah oui, le risque, c'est que personne n'ose vous dire quand ils ne sont pas d'accord. Et c'est important que les gens puissent Oui, mais vous moi dire. j'aime bien quand on me contredit. Vous voyez, c'est nécessaire, même si quelquefois je pense qu'ils ont tort, mais au moins il faut... Voilà, donc la solitude, oui, mais il faut se ménager des moments de réflexion aussi. Il ne faut pas être passé sans arrêt d'un rendez-vous à un autre, d'un voyage à un autre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, avec un succès quelquefois limité. Beaucoup de choses qui se bousculent, mais il faut des moments de réflexion. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir? Est-ce que dans votre agenda, il y a des moments juste pour réfléchir? J'essaye de ménager des plages, hein, où il y a très peu de rendez-vous et où je peux voir des gens d'un autre univers que l'univers des affaires pour avoir des idées différentes sur l'économie, sur d'autres domaines, sur l'histoire. Vous voyez ? Et, à vos yeux, c'est quoi la qualité, s'il y en avait une indispensable pour durer dans l'entrepreneuriat? S'il faut une seule qualité, ça serait laquelle? Je crois qu'il faut être persévérant. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous laissez quand on est à l'académie? C'est pour transmettre aussi. D'abord, je pense qu'il faudrait que ça arrive le plus tard possible, qu'on ait besoin de se souvenir de moi. Et ensuite... non, mais qu'est-ce que vous aimeriez laisser? Ce que j'ai fait de plus, si on peut dire, remarquable, sans vouloir faire preuve d'une fausse modestie, c'est de créer et de bâtir ce qui est aujourd'hui la première entreprise française, cotée à la Bourse de Paris, et qui est la première entreprise dans notre secteur de produits de haute qualité. Oui, j'appelle plus ça l'industrie du luxe, parce que je me méfie un peu, et qui est une maison française, leader mondial. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, c'est votre plus grande fierté. Oui. C'est une fierté pour la France aussi, non? Exactement, oui, oui. D'ailleurs, quand je voyage, me sens un peu ambassadeur de France, évidemment. On a des boutiques dans la plupart des pays du monde, donc quand Faites rayonner le luxe français. On essaie de faire rayonner, oui, le patrimoine français de fabrication, d'artisanat, de qualité, absolument. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? D'améliorer mon revers lifté. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné de votre temps. Ça s'est bien passé, l'interview? Très bien, oui. Très sympathique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo avec Bernard Arnault. Merci.